On a une carapace énergétique, sauf que si on est déséquilibré, ça déséquilibre la carapace et il y a des failles énergétiques qui sont des portes d'entrée à n'importe quel parasite énergétique. Bonjour à tous et bienvenue sur Nexus. Alors avant de commencer l'entretien qui va venir, je tiens à rappeler que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub, et que seuls vous, lecteurs, pouvez nous permettre de vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va venir. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Thierry Penin. Bonjour Thierry. Salut, bonjour et bonjour à tous. Alors Thierry, tu es journaliste d'investigation spécialisé dans le paranormal, alors que tu es à la base de formation scientifique. Alors ça, c'est insolite. Oui, oui. Même mes parents n'en reviennent toujours pas. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, tu as l'air d'être un homme plein de surprises. Hein. D'après les échanges qu'on a déjà eus, à chaque fois, tu en ajoutes une couche, mais positive. Alors actuellement, tu travailles pour l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et tu as aussi travaillé pour Bob te dit toute la vérité pendant des années. Tu interviews régulièrement des chercheurs, des figures du développement personnel et de la spiritualité. Et en septembre 2024, tu as sorti le livre chez Exergue, Comment se libérer des esprits possessifs et des entités, une enquête paranormale aux frontières du réel. Alors ce livre, quand on l'a reçu chez Nexus, je t'avoue qu'il est resté quelques mois de côté, mais que dès que je l'ai vu, je me suis dit ça va être un de nos sujets à venir. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que nous préparons un documentaire sur le long terme sur cette thématique. Alors pour résumer, on peut dire que tu es un investigateur qui allie rigueur scientifique et ouverture spirituelle. Et ton livre est une sorte de guide pour ceux qui souhaitent comprendre et se protéger des influences subtiles. Et il s'adresse à un public intéressé par la spiritualité, le paranormal et les approches énergétiques de purification et de protection. Alors voilà, si ces sujets ne vous parlent pas, c'est le moment d'aller regarder nos émissions de géopolitique, par exemple. Mais peut-être que ça va résonner en vous, même si vous n'êtes pas habitué à ce genre de sujet, et que vous allez pouvoir découvrir plein de choses avec Thierry. Alors Thierry, parce que quand on voit le titre, comment se libérer des esprits possessifs, on peut se dire, mais comment t'es venue l'idée d'écrire un livre pareil? Quand et pourquoi? En fait, c'est venu de la rencontre surtout de deux personnes qui s'appellent Maria et José Sacramento et qui sont entre autres d'autres personnes que je côtoie, qui travaillent justement sur la libération d'entités. Donc, pour résumer, de fantômes qui seraient soit autour de nous, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos ateliers, soit dans notre aura, c'est-à-dire voilà. Et puis ces gens-là, comme d'autres, travaillent sur le fait de nous désolidariser de parasites énergétiques. Voilà, l'idée, c'est de comprendre qu'on aurait sur nous et autour de nous, dans nos lieux, des énergies, surtout celles de défunts, voilà, leur conscience qui serait encore là et qui peuvent nous manipuler, qui peuvent nous influencer, voire carrément prendre notre place. Donc c'est intéressant pour tout le monde ce sujet parce que qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, on peut être sujet à être influencé mentalement, psychologiquement, physiquement, physiologiquement par des unités énergétiques conscientes, pardon, mais non biologiques. On parle d'esprit possessif dans ton titre. Est-ce que tu peux, parce que là tu parles d'unité énergétique, mais c'est quoi un esprit possessif? C'est l'âme d'un défunt? Ça peut être l'esprit d'un animal? C'est quoi? Et est-ce qu'il y a une différence avec le terme entité? Bon, alors une entité, c'est vrai que c'est global. Une entité, tu es une entité, dans le sens où tu as un corps, un esprit, peut-être une âme,
et de l'énergie dans ton corps. Ça fait une unité. Voilà. L'ordinateur que j'ai devant moi est une entité. Il a un écran, un clavier, des puces électroniques, un processeur. C'est une entité. Donc, on peut appeler entité pas mal de choses. Quand on parle dans les esprits d'une entité, voilà, c'est une unité consciente non biologique. Voilà, c'est voilà, quelque chose qui est conscient, qui a un esprit désincarné, finalement. Et ça peut être de l'humain ou voire du non-humain, comme tu l'as précisé. Alors, la palette est très large. On peut aller très loin dans cette histoire. Parce que tu as les animaux, mais tu peux avoir... Allez, on attaque... On attaque fort. Ouais. Alors, ça peut aller du terrien au non-terrien. Comme Anne Givaudan le sait très bien, il y a aussi une multitude d'élémentaux, donc les êtres de la nature. Il peut y avoir tout un tas d'esprits. Je sais pas. Imagine, on est dans une jungle. Donc une jungle verdoyante, tu vois, une bonne jungle du Brésil, quoi, tu vois. Il y a beaucoup d'arbres. Dans cette forêt, il y a beaucoup d'animaux. Des convois à 4 pattes, à 2 pattes, avec des ailes, mais il y a aussi des insectes qu'on voit moins, avec des pattes, avec des ailes, des chenilles, et puis aussi vraiment des bactéries aussi. C'est-à-dire que tu imagines la population, elle est immense en termes d'individus différents. On pourrait dire que dans le monde subtil, il y a autant de populations que des populations biologiques terrestres vivantes. Quand on voit le nombre d'espèces qu'il y a sur Terre, c'est ouf. Tu vois, même si on en perd un petit peu de temps en temps et chaque année, malheureusement, on peut considérer que dans le monde subtil, il y a autant de populations et autant de populations différentes. Donc, c'est très, très vaste. Donc, on parle souvent des défunts, mais il y a bien sûr d'autres esprits qui traînent dans les forêts, les villes, sur le bord des plages. Alors, pas trop dans les cimetières. On pense souvent à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans les cimetières. Et certains médiums de renom disent que finalement, non, pas forcément. Voilà, ça, c'est là pour la petite anecdote. Et en tout cas, l'idée, c'est pourquoi une entité peut être là et puis tout va bien. Comme un arbre, on passe dans une forêt, il y a plein d'arbres, c'est OK. Quand je parle d'esprits possessifs, ça va être des esprits qui vont nous posséder. Ça peut aller, ils vont nous posséder de 1 à 99%, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont juste nous influencer un petit peu, voire beaucoup plus. Et là, tout dépend l'accroche qu'on a avec cet esprit, cette entité, en tout cas ce parasite énergétique. Et comme n'importe quel parasite, il peut être léger en termes d'influence ou carrément dérangeant. Et quand tu dis se libérer, qu'est-ce que ça veut dire se libérer d'un esprit possessif? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire le détruire, le chasser ailleurs, mais où? Ou l'accompagner avec bienveillance? Il y a plusieurs écoles, mais c'est vraiment comme si tu avais un virus dans ton corps, tu vois. Donc comment on le détruit? Il y a plusieurs façons. Quelqu'un qui a un problème de santé, certains vont prendre des médicaments, d'autres, on va dire, ils vont jeûner pour que le corps recycle ce qu'il y a de mauvais en eux. Et puis entre les deux extrêmes, il y a plein de possibilités de boire des tisanes, etc. En l'occurrence, là, la méthode qui est très fort sympathique, parce qu'il faut savoir, Estelle, une chose très importante pour tous ceux qui nous écoutent, et on en fait partie tous les deux, on va nous-mêmes, si ce dont on parle est réel, c'est-à-dire que l'âme perdure après la mort du corps, l'âme hors du corps, à ce moment-là, on va peut-être nous aussi devenir des esprits. Oui. Donc l'idée, c'est de respecter toutes âmes. Comme on devrait tous se respecter entre nous, ça serait plus simple sur la planète, et être dans la bienveillance, eh bien,
une âme qui est sur nous, qui nous influence, à part si c'est genre du démon, quoi, enfin un truc hyper noir. Il paraît que c'est très rare, ça, C'est d'après très rare, voilà. ce que m'a dit Anne On est quand Deligné. même, voilà, comme ce qu'on voit dans les films hollywoodiens, les exorcismes, etc. Ça existe, mais c'est quand même des cas particuliers, on va dire. En tout cas, on peut voir que il est important aussi, et c'est pour ça que j'aimais bien l'approche de Maria Sacramento, que finalement l'âme soit guidée pour que elle se détache de nous ou du lieu où nous habitons, mais avec douceur. Voilà, dire, voilà, en fait, tu n'as peut-être pas compris, et c'est normal parce qu'il y a des raisons à cela, que tu n'as plus rien à faire là, et on va peut-être te filer un petit coup de pouce pour que tu ailles dans le monde des défunts, mais le monde plus lumineux des défunts que celui qui est entre deux mondes. En général, les esprits possessifs, quand on parle de défunts, ils sont un peu entre deux mondes, c'est-à-dire qu'ils sont plus vivants, biologiquement parlant, mais ils sont pas vraiment à leur place là où ils devraient être, dans le royaume de Dieu, si on peut dire, on met ce qu'on veut derrière le royaume de Dieu. Et ils sont un peu entre deux mondes, et c'est pas très agréable, ni pour eux, ni pour nous. Moi aussi, j'en fais du dégagement, tu vois. J'ai un membre de ma famille qui était au Portugal, il m'a appelé, salut Thierry, je crois qu'il y a un truc ici, on n'arrive pas à dormir. Et effectivement, il y avait le papy et la mamie qui étaient encore là, parce que c'est peut-être une maison qu'ils avaient construite de leurs mains ou dans laquelle ils ont passé toute leur vie. Et j'avais l'impression qu'ils en avaient marre, puisque cette maison était maintenant louée en Airbnb, qu'il y ait des touristes qui passent tout le temps, tu vois. C'est comme si chez toi, il y avait tout le temps du monde qui venait squatter, tu vois. Donc, c'était. Donc, ils se montraient quelque part. Enfin, énergétiquement, on peut les sentir, certains les voient. Et donc, il faut essayer de les accompagner, leur expliquer que nous, on n'est pas méchants, a priori, nous, on leur veut pas de mal. Qu'en plus, ça se trouve, si possible, finalement, même s'ils aimaient beaucoup cette maison, c'est plus vraiment leur habitation, c'est plus vraiment là où ils devraient être. Et en général, on dissout un peu ces énergies qui sont ni négatives ni positives, même si certaines énergies peuvent être positives ou peuvent être négatives. En tout cas, qu'elles soient négatives ou positives, l'idée, c'est de les dissoudre pour fluidifier un peu l'énergie du lieu où on est, qu'on soit en vacances, qu'on soit chez soi, qu'on soit dans notre bureau, ou alors que ça fluidifie nos propres énergies, comme on disait, certaines entités peuvent être accrochées à nous-mêmes. Quand tu dis que tu pratiques toi-même le dégagement, par exemple, dans le cas de la personne que tu viens de citer, là, qui t'a appelé, comment tu as pu percevoir l'énergie de ce couple de personnes âgées? Comment tu as pu savoir que c'était ça? Et une fois que tu as pratiqué le dégagement, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, alors c'est des informations qui viennent, comme des informations, on pourrait dire, d'intuition, et que je vais vérifier après. Et on ne sait pas d'où ça vient, hein. C'est comme les médiums, les voyants, on ne sait pas finalement d'où viennent leurs informations. C'est difficile à dire. Il y a des gens qui vont tester au pendule ou avec des baguettes pour savoir s'il y a pas, qui c'est, etc. Moi, j'arrive à avoir des informations assez directes, comme plein de gens, hein, d'ailleurs. Il s'est avéré qu'après, ils m'ont dit, bah, c'est marrant, tu avais raison, parce qu'on a retrouvé des photos du papy et de la mamie. Et d'ailleurs, ils ont fait un petit rituel, ils ont mis une petite bougie sous les photos pour dire, bah voilà, nous, on vous aime bien, on vous met une petite bougie, etc. Et le lendemain de l'opération que j'ai pu faire pour eux, banco, bingo, ils ont super bien dormi, quoi. Enfin, ça s'est dilué, quoi. L'histoire s'est diluée. Et ils ne savaient pas avant que ce couple de personnes âgées était propriétaire de la maison avant la séance? Non. Mais ils ont eu des infos en discutant dans la journée, pendant que moi, je faisais mon boulot à distance. Et effectivement, ils se sont rendus compte en discutant peut-être avec le voisin, voilà, que cette maison appartenait bien à un couple d'anciens, quoi. Ils nous ont dit, putain, je sais pas comment t'as fait, mais en tout cas, t'es tombé juste sur la description des personnages qui étaient encore là. Et ça s'est en plus révélé par les photos, quoi. Je veux dire, ils ont retrouvé voilà, ils venaient d'arriver, donc tu sais, quand tu arrives dans un lieu de vacances,
tu poses tes bagages, tu vas à la plage, tu fais pas attention à tout, puis après, en fait, en fin de journée, ils se sont rendus compte que ils avaient retrouvé des photos, il y avait des photos de ce couple. Alors, est-ce que maintenant les prochains, on va dire locataires, je ne sais pas comment on dit, les prochains visiteurs de ce Airbnb vont mieux dormir parce que peut-être qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir vécu cela, mais que plein de Ouais. gens n'auraient pas fait appel à une personne comme toi, se serait Bah, juste dit alors, on n'arrive pas à ouais, dormir. j'ai une amie qui est médium aussi, qui fait ce travail, qui s'appelle Lana Ama, et elle dit c'est le velcro, tu vois, elle dit que d'autres aussi le disent, qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'en fait on ne choisit pas le lieu où on est pour rien. C'est-à-dire que peut-être que la maison où tu es, là où je suis, peut-être on a été attirés l'un à l'autre. Et peut-être que le membre de ma famille qui allait en vacances là-bas, peut-être que là, c'est très perché ce que je vais dire, hein, excusez-moi, mais c'est une éventualité, c'est une possibilité. Voilà, je sais pas si tu comprends l'idée. Complètement. Que c'est comme quand on rencontre quelqu'un, on dit il n'y a pas de hasard. Peut-être que l'interaction qu'on a nous deux ou qu'on a avec les autres va être constructive pour l'un et pour l'autre. C'est ça. Final. Alors justement, on dévie, hein, on avait prévu plein de questions qui sont là. Mais notre échange. Alors allons-y. Si tu veux, ce qu'on fait, c'est que pendant 10 minutes, on fait question-réponse et je ne fais que répondre à la question en moins d'une minute. Comme ça, on fait toutes les questions. C'est cool. Non, mais parce que notre échange en provoque d'autres, évidemment. Évidemment. Parce que justement, là, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser que est-ce que quiconque le souhaiterait pourrait apprendre lui-même à faire du nettoyage ou du dégagement, justement pour ne pas être dépendant de quelqu'un à l'extérieur, pour se nettoyer les énergies? Oui, oui, oui. Alors, moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que j'apprends ça et je connais d'autres personnes qui le font encore depuis plus longtemps. Mais aujourd'hui, les gens peut-être sont de plus en plus intéressés au subtil et il y a plein de gens comme Laure Courrèges, par exemple, qui forment, qui forment des gens à la purification des lieux et à l'auto-nettoyage. D'ailleurs, dans le livre, je parle de Laure Courrèges parce que c'est une des participantes à l'ouvrage, et il y a 2 protocoles dans le livre pour s'auto-nettoyer, hein, une sorte de rituel d'auto-nettoyage. Si les gens se sentent appelés, des techniques existent et elles peuvent être transmises. Alors d'autres seront meilleurs que d'autres parce qu'ils ont plus de fluide de base, parce qu'ils sont plus de base. On a tous une énergie pour être soit journaliste, soit pâtissier, soit pilote de ligne. On a quelque chose en nous, je pense, au départ. Mais durant toute notre vie, il suffit de passer 3 ans dans une école de pilote pour savoir piloter un avion. Donc, on peut très bien passer quelques temps avec des experts pour être formé au nettoyage de lieux, comme on peut être formé à la pâtisserie en quelques mois, voire quelques années pour être un chef après. Et est-ce que tu aurais un exercice à nous donner comme ça en ligne pour des gens qui ont envie de tester? Parce que même s'il y a des gens qui écoutent là, qui se disent mais où est-ce qu'on est là chez Nexus? Moi, je les comprends. Moi, j'aime bien expérimenter les choses. C'est-à-dire que même si elles me semblent complètement parfois absurdes de prime abord, voire même inconcevables, c'est en expérimentant qu'on peut davantage savoir de quoi on parle. Donc, si jamais vous avez des problèmes chez vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi pas tester un exercice que va vous dire Thierry à l'instant? Ah, alors un exercice, les 2 qui me viennent, c'est l'ancrage, venir mettre toute son attention au niveau des pieds pour se réancrer très fort, parce qu'il suffit qu'on soit trop dans le mental, quelqu'un qui est très intellectuel, par exemple, il pourrait être beaucoup plus facilement influençable, parce qu'il n'est pas assez ancré. Voilà, dans le corps, si tu veux. Et vous pouvez le sentir si vous mettez les pieds au sol. Vous pouvez le faire maintenant, mais peut-être le faire après cette interview.
Vraiment, mettez votre attention dans les pieds, dans les jambes, jusqu'à peut-être à un moment donné sentir qu'il y a une véritable circulation énergétique qu'en général dans le quotidien on ressent pas, mais le fait voilà, et le fait de s'ancrer dans les pieds, alors ça va pas vous faire partir une entité si vous êtes accroché, hein. C'est comme prendre une tisane, si on a une bonne grippe, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas suffisant pour que ça parte en 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être une idée déjà de revenir bien à soi, bien ancré, parce qu'un arbre bien ancré va être beaucoup plus difficile à déraciner. Voilà pour l'image. Après, il y a plein d'astuces et de techniques. Donc, je ne vais pas vous faire la liste ici. Elle est dans le livre et puis elle est ailleurs. Mais une. Allez faire des bains de sel. Des bains de sel. Physiologiquement, le sel, être dans un bain de sel, de l'eau très salée, physiologiquement, c'est très sain pour le corps parce qu'il va y avoir un rééquilibrage du sel au niveau physiologique. Ça, c'est bon pour tout le monde. Trop de sel dans ton corps, il sort. Pas assez, ça rentre. C'est réglé. Mais également, le sel purifie les énergies, comme on le sait depuis des siècles et des siècles. D'accord. Donc, si vous avez une baignoire, du gros sel. C'est ça. De l'eau. Et si vous avez une douche, là, c'est un peu plus compliqué. Après, je t'avouerai que tu peux très bien prendre du gros sel, alors du bon gros sel gris, hein, tu vois, de Guérande, là, et tu peux te faire une sorte de... comme si tu faisais un gommage. Un gommage, voilà. Et puis voilà, si vous êtes au bord de la mer, profitez-en. En tout cas, quand vous êtes au bord de la mer, quand vous allez vous baigner, d'y rester bien 20 minutes, tu vois, de se dire, tiens, je me fais... Bon, encore une fois, ce sont des techniques astuces, on va dire. Voilà, c'est pas non plus... mais ça fait toujours du bien de prendre cette douche énergétique grâce à du réancrage, grâce à du gros sel, grâce à la lithothérapie. Il y a des minéraux qui sont recommandés comme l'œil de tigre, qui est un des plus connus. Voilà, il y a les cloches tibétaines, tu vois, il y a au niveau du son, on peut aussi travailler pour dégager les énergies. Et puis à la maison, on parle toujours de passer de la sauge blanche. Voilà, on fait brûler de la sauge blanche pour voilà, bien enfumer la maison, l'appartement, le lieu. C'est censé aussi faire un certain nettoyage des mauvaises énergies qui stagnent dans les lieux. Ça peut être des énergies entités, comme on l'a dit, hein, des esprits, mais ça peut aussi être des égrégores. Un égrégore, ça va être, je sais pas si dans une maison, le couple d'avant faisait que s'engueuler, voire il y a eu un meurtre, voire il y a eu des viols, voire il y a eu des choses atroces. On peut imaginer qu'il y a cette énergie, cette information reste encore dans les lieux. L'information de ce qui s'est passé est encore là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait encore des traces dans le programme de la maison. Voilà, c'est ça. Dans le subtil, tu peux avoir des traces de sang s'il y a eu un meurtre sur les murs. Bah, de la même façon, il y a des traces quelque part dans l'énergie de la maison. Donc, c'est toujours bon de faire un nettoyage de la maison, voilà, avec de la sauge et avec plein d'autres techniques que les experts ont entre leurs mains, mais c'est leur métier. Voilà. Et d'ailleurs, qu'il y ait des esprits, des entités ou pas, faire ce genre d'exercice, le fait de nettoyer, déjà, ça peut, dans tous les cas, nous aider, nous, non, en fait. On n'est même pas obligé de croire en tout ça pour que faire ce genre de rituel ait une influence positive sur nous. En fait, je crois, tu vois, moi, j'ai toujours vu mon père qui avait une voiture très propre. Et j'aperçois des gens, leur voiture, ils s'en servent que pour se déplacer. Et il y a plein de bordel par terre, des papiers, des bouteilles. Tu vois, les deux extrêmes, très propre, très dégueulasse. En fait, quand on prend soin de sa voiture, on est content qu'on va dedans. Encore mieux sa maison, parce que sa maison, sa chambre, on y habite, on y dort. Donc, prendre soin
repasser un coup de peinture, on passe bien sa serpillière, on passe bien le balai. Eh bien, et puis on est content après, on est quand même mieux dans une maison propre. Énergétiquement, vous allez peut-être sentir que si vous passez de la sauge et puis vous mettez, je sais pas, des petits sons sympas, tibétains et je sais pas quoi, vous allez peut-être ressentir que l'ambiance chez vous est plus légère. Qu'on le sente ou pas, on est toujours fier et content et on est mieux en nous-mêmes quand on habite un endroit qui est plus propre, ne serait-ce que propre physiquement, hein, club par terre, tu vois ce que je veux dire, la poussière. Donc de toute façon, oui, on est mieux tout court. Et énergétiquement, si on fait un nettoyage énergétique, il y a la plupart des gens ressentent un mieux-être et une autre légèreté, en plus du fait que la maison soit propre matériellement, elle est propre énergétiquement. Mais ça, c'est à tester, hein. Testez, vous verrez bien. Aujourd'hui, toi, c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'après avoir écrit ce livre, après avoir, on va revenir dessus, hein, évidemment, sur son contenu, après avoir rencontré toutes ces personnes, après avoir pratiqué toi-même le dégagement des esprits, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es certain que les esprits existent ou pas? Ou il y a toujours une part de doute? C'est la question que je me pose à moi-même. Oui, non, mais il y aura toujours une part de doute parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi il y en a qui voient, d'autres pas? Pourquoi on n'est pas tous à la même enseigne? Et alors finalement, c'est quoi ce bordel? On habite tous, c'est quoi ce monde? C'est quoi cette planète? C'est quoi cette vie? C'est quoi cet univers? Est-ce que tout ça existe pour de vrai? Est-ce que c'est pour nous montrer qu'il y a plus grand que nous, plus énorme, que c'est tellement vaste l'univers, l'univers mental, l'univers de la vie, voilà, c'est peut-être pour se poser des questions parce que finalement on comprend pas grand-chose à qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la conscience, qu'est-ce qu'est l'univers. Même les scientifiques, à un moment donné, sont bloqués. Je sais plus où la question exacte d'ailleurs, du coup. C'était, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es certain que... Alors oui, je suis certain parce que quand je vois des expériences où moi-même, en appliquant mes techniques de soins égypto-esséniens, j'arrive à dégager des entités, je sens quand elles partent à travers mon corps. Je sais, ça fait très perché. Et 50 biologie quand même, ouais, on s'amène. Mais où je vois ce que je te racontais à distance tout à l'heure, où les informations sont bonnes, bah oui, j'y crois. Peut-être pas à 100%, peut-être à 99%, parce qu'il y a toujours 1% de doute. Et puis des fois, il y a des jours où le doute est plus à 10%. Et puis moi, quand j'ai fait des échanges de soins, et quand tu sens qu'on te remet ton corps parce que tu es un peu décalé, tu sais, on dit tu es à côté de tes pompes. Bah ouais, j'avais eu un choc au Portugal, encore une fois, à la tête, je sais plus en faisant quoi. Et en fait, je me souvenais plus, mais ça m'avait un peu, tu sais, on a un corps énergétique qui est calqué, qui est calé sur notre corps physique. On le voit pas, à part certaines caméras commencent à le voir. Et bah du coup, il était décalé et on me l'a remis. Et quand on me remettait mon corps énergétique dans mon corps physique, je sentais que quelque chose re-rentrait en moi. Comme une sorte de coton, tu vois ce que je veux dire? Donc on le sent physiquement une fois. Tu vois la couleur violette de l'arc-en-ciel, l'endroit où c'est violet. Oui. Au violet là, bien électrique de l'arc-en-ciel. J'ai vu en faisant des exercices, hein, sans prendre de champignons, sans rien prendre du tout. C'est ce violet tout autour de mes doigts, de ma main. On faisait des exercices pour apprendre à voir l'aura. Quand tu vois le subtil de tes propres yeux, tu vois comme si tu avais un gant énergétique violet comme l'arc-en-ciel, tu dis, bah ouais, ça existe. Sauf qu'on n'a pas appris à le voir. Quand tu regardes une flamme d'une bougie, au début, tu vois juste une flamme. Puis si tu restes quelques secondes, tu vois comme des couches d'oignons qui commencent. Oh, il y a d'autres couches moins fortes, mais on voit d'autres petites, comme l'arc-en-ciel au début, qui est très faible, puis qui grossit. Et voir des fois, il y a un double arc-en-ciel, voire un triple arc-en-ciel. Mais quand tu commences à voir ces choses-là autour des corps physiques, bah oui, tu es sûr à 100%, quasiment, puisque tu le vois, tu le vis,
Tu le sens? Alors là, du coup, tu peux être certain que on a plusieurs enveloppes, mais en termes de libération, des esprits vraiment par exemple d'un défunt, je crois pas que j'avais préparé cette question, mais quel serait l'exemple que toi-même tu as vécu? Parce que j'aime bien qu'on parle de sa propre expérience. Alors oui, Le plus bluffant, vraiment quelque chose qui s'est passé, qui a même changé ta vie, ta vision du monde et qui t'a permis de dire: «Punaise, ouais. là, j'avais vraiment affaire à quelqu'un». Non, parce que dans mon cas et dans la plupart des cas, ce sont des influences légères, légères ou importantes, mais c'est pas voilà. Mais les entités qu'on m'a enlevé à une époque, ou même encore maintenant, parce que c'est pas parce qu'on t'a enlevé 2 entités que 6 mois après, t'en as pas d'autres. Hein. Désolé, c'est comme ça. C'est comme les maladies, les virus, c'est pareil, ça circule tout le temps. Mais effectivement, celle qui m'a... mais il n'y a rien de spectaculaire. Hein. Moi, j'ai rien vécu d'extrêmement spectaculaire. J'ai pas vu d'ovni. Ah si, j'ai vu un ovni une fois, mais c'est un autre sujet. On en reparlera. On en reparlera. Pas une soucoupe volante, tout ça, hein, plus simple que ça. Hein. Mais c'est vraiment l'entité qu'on m'a enlevée ou qui me faisait beaucoup travailler, très perfectionniste. Et en fait, dès qu'on me l'a enlevé, cette entité-là, bah, je faisais toujours mon boulot, mais avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité, de facilité. Donc, ça m'a pas changé ma vie complètement, tu vois, c'est pas ça l'idée. Mais au quotidien, ça peut faire du bien. Après, il y a des histoires de folie, hein, où les gens sont complètement dans une addiction forte, hein, tu vois. Est-ce que ce ne serait pas une entité qui se droguait quand elle était vivante, quand elle était incarnée, et qui continue à vouloir se droguer par l'intermédiaire d'un corps qui, lui, se drogue un petit peu. Est-ce que il y a même des histoires où on se demande si quelqu'un qui passe à l'acte de tuer quelqu'un, est-ce que il n'est pas en partie habité? Alors, tu vois, habité à quel pourcent? Ce que je fais, que je fasse quelque chose de bien ou pas bien, de bienveillant ou de malveillant, c'est à combien de pourcents j'en suis pleinement responsable? Il y a des gens qui disent, qui ont tué des gens, tu vois, et qui se disent mais c'était pas moi, tu vois, je sais pas, j'étais pas là, tu vois, on entend des témoignages comme ça. On les excuse pas, c'est pas la question, là, on n'est pas là pour les juger, mais est-ce que il n'y a pas des gens parfois qui sont sous emprise à tel point que ils gèrent plus grand chose? C'est exactement la question que j'avais posée à Anne Deligné, qu'on a interviewée aussi, et qui expliquait que voilà, certaines personnes disent je ne sais pas ce qui m'a pris, ça n'était pas moi. Voilà. Alors après, à la fois peut-être qu'il serait bon que ce genre de pratique soit reconnu et pratiqué dans le cas de crimes, de délits, et en même temps, est-ce que ce serait pas un moyen après de se déresponsabiliser? Tu sais, de se dire ah ben c'est pas moi, c'est pas Murphy, c'est l'esprit. C'est pas moi, c'est l'esprit. Alors j'ai regardé la série de documentaires sur Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, voilà, qui a tué, enfin en tout cas bien explosé Marie Trintignant. Tout le monde connaît cette histoire, et qui est morte sous les coups. Visiblement, d'après le documentaire, Bertrand Cantat a été violent pas qu'une fois et pas qu'avec une seule femme. Du coup, il a toujours été plus ou moins avec plusieurs femmes. Au final, c'est le résultat de l'enquête, enfin d'une enquêtrice, d'une journaliste. Est-ce que Bertrand Cantat n'est pas en partie habité avec quelqu'un de violent est en lui, une âme violente, un esprit? Et est-ce qu'un jour on pourra dire dans un tribunal, oui, d'accord, alors ça n'excuse rien, bien entendu, je suis... quand j'ai vu ce documentaire, je dis mais c'est pas possible, comment l'être humain peut être aussi fou, à pouvoir être aussi violent. Mais imaginons, je sais pas, dans 20 ans, on reconnaît les entités, on sait les sentir, on sait les mesurer,
Et on peut se dire, bah ouais, c'est 50%, c'est 50-50. Le mec n'est pas fautif, ou la nana hein, n'est pas fautive, parce que des nanas font des conneries aussi, elle n'est pas fautive à 100% parce qu'en fait, elle était influencée par un esprit. Bon, on n'est pas là. On est dans la science-fiction quasiment là, tu vois. Est-ce qu'un jour, dans un tribunal, on prendra, mais c'est comme, c'est comme les circonstances atténuantes, etc. Est-ce que un jour, on pourra dire, bon, bah oui, mais il avait un esprit sur lui, donc circonstances atténuantes. J'en sais rien. Bah, peut-être qu'un jour, il y aura le tribunal des esprits aussi. Peut-être qu'on pourra tellement bien communiquer avec eux et avec ceux qui sont autour d'eux qu'eux-mêmes seront punis s'ils interfèrent avec des humains. Alors, on va très loin. On va très loin, évidemment. Bien sûr, on peut pas se positionner là-dessus parce qu'on en est qu'au début de tous les médiums ou les thérapeutes, ont des super résultats, arrivent à voir plein de choses, etc. Mais on n'est quand même pas très en accord avec l'aspect scientifique des choses. Encore que, si on regarde les travaux de l'IFRES, qui est une association française dédiée à l'étude donc de la conscience hors du corps, ils établissent des protocoles scientifico-techniques autour de ces esprits désincarnés, des consciences des défunts qui viennent à leur rencontre et ils mettent à la disposition des défunts du matériel audio, vidéo et même des lasers pour pouvoir communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition, dans ce qu'ils appellent la cellule de contact, ils enregistrent tout, de quoi communiquer avec des esprits. Soit des lasers qui inscrivent dans une sorte de brume artificielle des lettres pour communiquer avec eux, tu vois. Si je demandais quelles sont mes initiales et que le laser commencerait à écrire TP comme Thierry Penin, voilà, c'est ce qui se passe là-bas, dans ce laboratoire. Ils ont même un larynx artificiel. Ils ont reconstitué un larynx artificiel disponible pour les esprits. Et de façon à ce que les esprits puissent parler à travers cette voix artificielle. C'est quand même dingue. Et ils ont des résultats juste incroyables. Et c'est Catherine Kosmala qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, qui travaille beaucoup avec l'IFRES, parce qu'elle utilise le laboratoire de l'IFRES pour entrer en contact avec son fils Julien, qui est mort d'un accident de moto. Et elle travaille régulièrement avec lui pour quelque part avoir des informations sur l'au-delà, mais pour montrer, voire démontrer que il existe bien des défunts qui ont encore une âme, qui peuvent communiquer avec nous si on leur laisse la place et si on leur donne les moyens. Et le but, c'est que, d'expérience en expérience, tout ça ne soit pas une preuve scientifique, mais quasi, puisque tout est enregistré, catalogué, et on peut se dire, c'est pas possible autrement que ce soit un défunt qui parle, vu les réponses et vu le dialogue qui s'instaure. D'accord. Et c'est où l'IFRES? Ils sont situés où? Alors, je savais que tu allais me poser cette question, mais je crois qu'ils déménagent, donc ils sont en France. Mais voilà, je sais, je sais qu'ils devaient changer de lieu de laboratoire, donc à suivre. D'accord. Parce que là, c'est quand même assez incroyable ce que tu dis là. Donc, ça donne envie d'aller voir sur place en tant que journaliste. Ouais, moi j'ai entendu, en plus j'ai entendu des voix, des enregistrements de voix de ce fameux larynx artificiel. Alors, c'est une voix robotique, hein, puisque finalement, mais en fait, c'est pour montrer que l'esprit agit sur la matière et que l'esprit donc peut agir sur l'électronique. Et comme c'est un esprit qui est juste pas con, qui est juste conscient, et bien en plus, il peut y avoir un dialogue, comme quand tu discutes avec l'intelligence artificielle, bah c'est un vrai dialogue. Et ben là, c'est un quasi vrai dialogue. C'est-à-dire que c'est pas des mots au hasard qui sortent ou des lettres au hasard qui s'inscrivent avec les lasers. Il y a une discussion. Mais avec qui? Si c'est pas un esprit conscient et intelligent, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un protocole comme ça, filmé, vraiment sécurisé, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe de magiciens dans le coin, de programmes informatiques, etc. Mais il y a même pourrait démontrer l'existence donc d'autres énergies
C'est consciente l'idée. qui s'exprime. Et C'est l'idée. est-ce que tu t'imagines qu'on mette ça au journal de 20 heures à TF1 ou Bah, je sais pas, l'impact, l'impact que ça pourrait peut-être avoir? peut-être dans 10-15 ans, on y arrivera, quoi. Mais ouais, ouais. Parce que Non, si non, c'était et démontré et prouvé, on changerait complètement de paradigme. bah, voilà, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que est-ce qu'il faut, tu vois, est-ce qu'on doit tout savoir finalement? Quand on parle de c'est nous, l'humanité en général, est-ce qu'on doit avoir toutes les réponses à toutes les questions existentielles? Ça se trouve, non. Mais bon, vu tous les gens qui pratiquent la TCI, donc la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire communiquer avec les esprits des défunts, en l'occurrence, via du matériel électronique, c'est la TCI, comme d'autres le font, très bien, comme Manu Delpech, par exemple, que j'apprécie beaucoup, comme Jean-Marc Bernat, qui l'a beaucoup étudié, et comme il y a toute une histoire de la TCI, ça fait des décennies qu'on fait de la transcommunication instrumentale avec des résultats incroyables. Bah à un moment donné, peut-être que ce sera accepté différemment d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on doit tout savoir? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut tout savoir? Peut-être pas non Non plus. plus, non plus. Mais si il était prouvé vraiment et accepté que une autre dimension existait ensuite et que si on meurt non paisible, que si on meurt, vraiment le cœur lourd, on n'a pas accès à d'autres dimensions, qu'on est coincé ici, qu'on devient nous-mêmes le Oui, parasite de quelqu'un d'autre. ouais. Si ça pourrait changer beaucoup de choses, on passerait une bonne partie de notre vie à travailler sur nous pour trouver la paix intérieure, ce que certains font déjà, mais que d'autres pas du tout. Et peut-être qu'on aurait un monde beaucoup plus en paix. Bah oui, mais on peut se dire que certains profitent de la guerre, donc ils veulent pas la paix. Sauf que oui, Ouais. d'ailleurs les Égyptiens disaient quand on meurt, à un moment donné, il faudrait qu'on ait comme si on avait une balance et qu'on pouvait mettre notre cœur d'un côté de la balance, eh bien qu'on puisse mettre une plume de l'autre côté et que les deux soient équilibrés. C'est-à-dire que quand on part, que notre cœur soit aussi léger qu'une plume. Donc tu as tout à fait raison de dire qu'il est bon dans cette vie d'être bon avec les autres, d'être bienveillant avec soi-même aussi, d'être juste, d'être doux, de pardonner, de se faire pardonner, de tous ces trucs-là pour que quand on parte, on soit OK avec tout un tas de choses. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. On peut pas dire le contraire à ça, je pense, pratiquement. Et donc, entre guillemets, oui, le mot travailler sur soi, Oui, si on l'entend comme ça, oui. ouais, dans cette vie, penser déjà à notre mort et l'éventualité, s'il y a quelque chose après, la vie incarnée, et ben de partir avec le moins de regrets possible de ce qu'on a pu faire. Parce que si jamais, de l'autre côté, on va revoir notre vie, comme certains le disent beaucoup, j'ai failli mourir, j'ai revu ma vie qui a défilé. Mais si on voit notre vie défiler et qu'on repart avec ce film où à l'intérieur il y a des trucs pas terribles, bah il vaut mieux que ces trucs pas terribles soit n'aient pas été faits ni vécus. Bon après il y a des choses des fois on les a vécues, on n'a pas le choix, ça a été comme ça. Et si ça a été fait ou vécu, si on a fait des conneries ou si on a vécu des trucs durs, eh bien les avant de partir, avant de mourir, donc le plus tôt possible le faire parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, le transmuter, le diluer, le transformer en quelque chose de plus lumineux pour pas repartir avec. Exactement. Alors, on va revenir à ton livre. Ah ben oui. Voilà, je le remontre. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même en quelques mots comment il est structuré ce livre et de quoi il se compose? Qu'est-ce qu'il y a? Des témoignages, des Ouais. conseils? Alors Qu'est-ce qu'il y pas a? que, pas que. Il y a vraiment toutes les définitions, on va dire, de ce dont on parle. Euh, qu'est-ce que c'est de quoi on parle quand on parle d'esprit
possessif, de quoi qu'on parle d'entité, qu'est-ce que c'est, pourquoi il reste, comment savoir si nous-mêmes on est plombé, comment ils nous influencent, quel levier ils peuvent avoir sur nous. Il y a des expériences parapsychiques dans ce bouquin, des expériences dont on a parlé, comme celle de l'IFRES. Je regarde le sommaire parce qu'il est assez... voilà, il y a comment éviter justement de se faire alpaguer, comment se nettoyer. Il y a des témoignages justement de gens qui ont travaillé et les résultats qu'il y a eu derrière en ayant fait un travail de libération énergétique. Il y a plein de témoignages avec des histoires de dingue sur les lieux ou sur les personnes. Il y a si on peut classer les mondes aussi, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, le monde angélique, le monde des démons, voilà, il y a des explications sur tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai mis plein de films, plein de livres, plein de références. On parlait d'Anne Le Ligné, je l'ai cité un petit peu aussi. Voilà, et c'est de la théorie à la pratique, en passant avec des exercices à faire soi-même pour se faire une petite douche énergétique et pas mal d'anecdotes. Voilà. Je voulais que ce soit une sorte de guide où on le lit pas forcément de A à Z, mais qu'on peut aller voir le sommaire, les chapitres et se dire ah tiens, j'ai envie de lire des témoignages, ou alors tiens, je veux des techniques, ou alors quels minéraux prendre pour, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec le sel, ou c'est quoi le terme incube, succube, orbe, tout ça, qu'est-ce que je cherche, voilà, c'est classifié de façon à ce que on puisse en avoir pour son argent, mais surtout que chaque question puisse se trouver une réponse à l'intérieur, que ce soit technique, pratique, voilà. Alors tout à l'heure, on parlait de la responsabilité de l'esprit ou de nous-mêmes. Si on part du principe que on peut effectivement être alpagué par des énergies extérieures à nous-mêmes, est-ce que justement notre responsabilité là-dedans, ça ne serait pas déjà de détecter si on a quelque chose sur nous dans un premier temps, et puis régulièrement de faire des exercices pour s'en prémunir. Et est-ce que tu aurais un exercice à nous donner? Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'ancrage, mais pour se prémunir, bon, l'ancrage doit en faire partie aussi, mais peut-être que tu en as un autre, pour éviter de se faire accrocher. Ouais, mais les gens vont pas aimer, c'est chiant. Pourquoi? En tout cas, moi, ça m'intéresse. Parce qu'on le dit tous les jours à la télévision, et vous l'avez entendu tellement de fois. Ils disent non, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Mais déjà, comme pour le physique, d'avoir un bon équilibre et une hygiène de vie quasiment irréprochable. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de manger une bonne raclette, d'aller faire... voilà. Peu importe ce qu'on fait. Comme disait je sais plus qui, user de tout mais n'abuser de rien. Mais déjà en ayant une hygiène de vie très chouette, donc qui crée une belle énergie, une belle aura, c'est comme si tu avais une sorte de protection énergétique parce que alimentation, exercice physique, bien dormir, c'est ça que je dis c'est chiant, parce qu'on le raconte toujours, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Il y a toujours quelqu'un qui dort pas assez, il y a toujours quelqu'un qui mange mal, il y a toujours quelqu'un qui boit trop ou qui fume trop. On a tous un petit truc. Et quand bien même, si on était super nickel et très lumineux dans la spiritualité, etc., étant lumineux, on est un phare dans la nuit et ça attire certaines entités comme les moustiques d'être un phare dans la nuit. Donc, si tu veux, personne n'est à l'abri. Comme on n'est pas à l'abri d'un cancer, d'une grippe, tout ce que tu voudras. Alors, mais on peut faire le maximum déjà de base soi-même et effectivement, de la même façon qu'on prend une douche au savon, on prend de temps en temps une douche énergétique en allant voir un thérapeute, un énergéticien, en se faisant soi-même ces petites rituels, mais point trop en enfant, parce que qui tend le bouclier attire l'épée.
donc être toujours dans la demi-mesure. De la même façon qu'on entretient sa voiture, eh bien, un entretien énergétique de nous-mêmes est recommandé, sans forcément attendre le dernier moment. Donc là, bon, imagine, je me dis, allez, je vais me faire un bon nettoyage énergétique, je me fais mon petit bain de sel, je mets mon œil de tigre, je mets mon encens. Mais je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un diagnostic d'abord aussi. Donc, je peux venir voir quelqu'un comme toi, et Ouais, toi, tu arrives à sentir, même si moi, je n'en suis pas vraiment consciente, ouais, si j'ai des entités sur moi, par exemple, ou ouais, des défunts, ou peu importe quel type d'énergie. c'est ça. Alors, je réponds à une question qu'on n'a pas posée, mais parce qu'il y a des gens qui ont été surpris quand je leur dis on peut avoir plusieurs entités. Alors, Maria en avait à détecter sur une personne une douzaine. Donc oui, on peut en avoir plusieurs, comme on peut avoir plusieurs, on a plein de bactéries dans la bouche, il y a plusieurs espèces, bah, c'est pareil. Oui, oui, on peut détecter le nombre et éventuellement l'origine, peut-être même l'histoire de certaines, et pourquoi ils sont là avec toi. Peut-être tu as un défunt de ta famille, qui est là en tant qu'ange gardien, qui est là en tant qu'être bienveillant avec toi. Il n'y a pas que des connards dans l'histoire. Il peut y avoir des entités positives qui t'accompagnent et des entités qui t'influencent négativement. On peut sentir, avoir des informations sur le nombre et les personnalités de ces entités, et puis surtout bah les enlever. Enfin, les enlever. Tu vois, qu'il y ait une transition pour elles qui va être bénéfique pour toi. Mmh. Attention, il peut y avoir des entités positives. Par exemple, tu as une entité sur toi, je dis n'importe quoi, un exemple, qui est rayonnante, qui est souriante, et puis qu'on l'enlève. Et puis lundi matin, Là, euh, tu vas faire la gueule, on va te dire, mais qu'est-ce que t'as, Estelle, tu fais la gueule, ça va pas en ce moment. Et en fait, ce serait ta vraie personnalité. Et bien, ah, il peut y avoir des esprits influençants positivement, qui te font être drôle, qui mmh. te font être travailleur, qui te font être très quelque chose que les gens aiment bien ou dont ils profitent. Et le jour où on enlève ça, mais c'est bien pour l'entité et c'est bien pour toi, mais ça te refait redevenir toi. Mais, et inversement, il y a des gens qui peuvent être tristes, mais c'est parce que l'entité est triste et ça les fait devenir tristes eux. Donc si on enlève l'entité triste, ils redeviennent joyeux. Ah, alors est-ce qu'on peut sélectionner, faire du tri énergétique? Le tri. Bah, les gens aimeraient bien garder les positives et en renvoyer bouler les négatives. Mais le plus juste, c'est que on ne soit pas du tout influencé et qu'on soit indépendant. Mmh. Et oui, bah oui, c'est ce qu'on nous demande d'être. On parle toujours d'avoir le libre arbitre, d'être indépendant. Mais est-ce que j'ai vraiment le libre arbitre s'il y a des sortes de pensées qui sont dans ma tête qui sont pas les miennes, ou si j'ai des gestes qui font que j'ai tendance à fumer ou boire ou me droguer ou conduire vite et prendre des risques dans la vie alors que c'est pas moi vraiment qui gère ça. Bah, voilà, c'est bien d'être indépendant, d'avoir le libre arbitre, et même si c'est difficile de se sentir peut-être seul, parce qu'il y a si on est accompagné, parfois on veut, c'est comme quand on a un sac à dos, on dit on a le sac à dos, nos problèmes, etc. Mais comme on est habitué à l'avoir sur le dos, on ne veut pas s'en séparer. Ça peut être très Mmh. difficile qu'une entité se sépare de son humain et qu'un humain se sépare de son entité, parce que c'est quand même, ça peut être un déchirement. Surtout s'il y a des histoires de frères jumeaux, de parents, d'enfants. Je sais pas, une mère qui a perdu son bébé, le bébé peut être aussi encore accroché à elle. C'est un déchirement si énergétiquement on est trop brutal pour le. Et puis ça se trouve, ça Mmh. va pas se faire maintenant. Et ça se trouve, ça ne doit pas se faire maintenant. Ça se trouve, ça va se faire. Le travail va être fait par un spécialiste, mais ça va se faire de façon plus douce, plus progressive aussi. C'est pas forcément un coup de hache. Hein.
Alors c'est vrai que ça doit être difficile, surtout si on a, l'entité, l'esprit avec nous depuis notre naissance. Par exemple, tu donnes l'exemple, du jumeau. Là, je viens de rencontrer quelqu'un Oui, qui m'a dit qu'il avait la sensation d'avoir son jumeau, oui, donc décédé, dans le ventre de la maman, ouais, avec lui, depuis sa naissance et qu'il a l'impression que cette énergie-là le booste, ouais, eh oui. le dynamise. Alors si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Alors ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit, puisque ça arrive souvent qu'il y a un jumeau qui n'apparaît pas à l'échographie, mais qui ne persiste pas. Mmh. Je le sais parce que c'est mon cas. Je l'ai découvert il y a quelques années. Mais en fait, ce cas-là, il est pas si rare. Ça peut être, c'est assez régulier. Je sais pas, c'est de l'ordre d'une personne sur entre 5 et 10. Une personne sur 5 ou une personne sur 10 en moyenne. Ah oui. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et en fait, c'est comme si, quand on était fœtus, il y avait un autre bébé, un jumeau, mais qui s'est pas développé. Et il est parti bien avant que l'échographie puisse le détecter. Et donc, c'était comme s'il y avait deux âmes en même temps dans le ventre de la maman. Et donc, il arrive, donc le témoignage que tu nous partages, il est réel. Cette sensation peut être complètement réelle de sentir qu'on est accompagné vraiment comme avec un frère ou une sœur subtil et que ça peut être hyper positif parce que qu'est-ce que voudrait un membre de ta famille? Te booster, te motiver, te dynamiser. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ressent une énergie très positive pour lui. Mais il peut arriver aussi à un moment donné de se dire ok, tu peux encore rester là, mais en gros, fais quand même ta vie, tu as d'esprit. C'est une bonne chose qu'il soit là, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est une bonne chose que peut-être il puisse se séparer. Tu peux pas toujours être avec ton jumeau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ni pour lui, même si c'est un esprit, hein, ni pour lui, ni pour toi. Maintenant, on va couper ce lien qui n'est plus valable, qu'il a été avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est comme quand les roulettes au vélo pour les enfants. Les roulettes pour les vélos, c'est pour un temps, pour apprendre le vélo. Après, si on a les roulettes tout le temps, c'est pas possible. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire à vélo avec les roulettes. Donc, faut savoir s'en libérer. Ça ne veut pas dire que les roulettes sont détruites à jamais. Elles sont pas loin. Comme le frère jumeau ou la sœur jumelle peut être toujours dans le secteur, mais de façon plus libérée quand même. Tu vois? Mmh. Alors, parce que si on se libère de tout, alors si on se libère, du transgénérationnel, Ouais. si on se libère, de nos traumas, si on se libère, donc des esprits, si on se libère si on fait la liste de tout ce qui est, de tout ce qui ne nous appartient pas à 100, finalement, si on se libère de tout, qu'est-ce qu'il reste? Parce que c'est ça aussi qui façonne, qui on est, qui forge notre personnalité. Donc si tu enlèves tout, toutes les Eh ben, couches, il reste qui? je suis pas d'accord avec toi. Enfin, Beh, c'est une tu question, l'as, je non, mais tu as dit qui forge notre personnalité. Bah merde. Alors si c'est mon père et ma mère, ma personnalité, plus les trois entités que je me traîne, plus qu'on m'a appris à l'école, bah ça fait chier. Non, je suis pas d'accord. Ça devrait pas être ça. Sauf que tu l'as dit parce que c'est tellement naturel, c'est tellement vrai que notre personnalité est une somme du transgénérationnel, de l'éducation, de nos parents, de notre entourage, que ça paraît une évidence que ma personnalité, eh bien, c'est un mélange de tout ça, c'est une moyenne de tout ça. Mais justement, je crois qu'un des buts peut-être de la vie, c'est de découvrir sa vraie personnalité en enlevant tout ce qui n'est pas nous. Mais il y a du boulot, boulot, boulot. Tu te doutes bien que c'est pas en un claquement de doigts qu'on enlève. Mais ça veut pas dire qu'il faut l'enlever. C'est-à-dire qu'il faut savoir et le reconnaître. Et après se dire, ok, j'ai des parents comme ça et comme ça. J'ai une famille, une lignée comme ça, comme ça. D'accord. Ça veut pas dire que je dois effacer ça, mais ça veut dire que j'en sois conscient pour se dire, ok, je garde cette énergie ou cette énergie ne me convient pas et du coup, j'en change. du coup, je choisis ou pas Oui, de suivre le chemin, montré par d'autres. Et là, par c'est exemple, différent que d'obéir ou que de reproduire sans conscience. il y a un truc qui me fait toujours sourire et je trouve ça très beau.
On peut être, tu sais, boulanger de père en fils. Et pendant des générations, ils sont tous boulangers. Et peut-être que c'est très bien, c'est super, un vrai beau métier d'artisan, de passion, de travail, de labeur, de talent. Mais ça se trouve, il y en a un dans la chaîne, il veut faire journaliste sportif. Il va être très malheureux s'il continue par loyauté familiale le travail de boulanger. Il va passer à côté de sa vie quand même. Donc, c'est quand même pas mal de voir quelles énergies sont autour de nous, qui créent notre personnalité, mais qui ne l'est peut-être pas vraiment. En général, on est plutôt à 10% de libre arbitre. 10% de libre arbitre et tout le reste... tout le reste, c'est des mécaniques, des choses qu'ont fait nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et donc nos parents et donc nous-mêmes. On le fait sans même s'en rendre compte. Des tocs, des tics, des règles de la maison. Tu vois, dans chaque famille, il y a les règles de la maison. Mais souvent, c'est des règles qui parfois n'ont même plus de sens, mais on les fait de génération en génération. Ou des comportements, des addictions, et tout ça, est-ce que c'est vraiment nous? Bah non. Et si on enlève ces couches d'oignons, une par une, ça peut être long, eh bien petit à petit, on peut vraiment changer, vraiment évoluer. Ce qui est très rare. Moi, j'ai rarement vu des gens qui vraiment avaient une vraie évolution. Et puis ça dépend les caractères, ça peut dépendre de l'astrologie, de la numérologie, ça dépend de nous-mêmes aussi. Mais c'est rare de vraiment changer. Un bateau ne devient pas un avion et un avion ne devient pas un bateau. Tu vois ce que je veux dire? Justement, ça va très bien avec la question que je voulais te poser ensuite, parce que je voulais te demander, as-tu pu constater toi-même, suite à une libération d'âme, une libération d'esprit, le changement ou la guérison durable d'une personne? C'est-à-dire quelqu'un qui avait un type de comportement et qui, suite à des séances, a vraiment changé et avec un changement qui s'installe. Je grossis le trait. C'est une personne qui avait donc son mari défunt, mais ex-mari, parce qu'elle avait refait sa vie, était avec elle tout le temps. Donc, si tu veux, c'était pas malveillant de la part du défunt. C'était plutôt, mais c'était lourd. L'ambiance était lourde. Et si tu veux, c'était pas pour faire du voyeurisme ou quoi que ce soit, mais c'était lourd. Et le couple, le couple vivant, avait beaucoup de mal à sentir cette lourdeur et avait beaucoup de mal à être heureux. Et la dame était en quelque sorte triste, souvent triste, très triste même. Et en fait, cette tristesse venait de cette séparation pas encore vraiment, en tout cas dans l'énergétique, n'avait pas été nette. Et donc, en coupant ce lien avec son ex-mari défunt, qui était d'accord pour le faire, mais qui voulait quand même rester, il voulait quand même avoir comme un droit de visite, mais bienveillant, ça a quand même fait switcher la personne, où il y a eu beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de gaieté au sein du foyer et au sein du couple. C'est pas spectaculaire non plus, mais comme quoi, dans le quotidien, c'est quand même des petites touches qui peuvent être corrigées, qui peuvent être fort sympathiques. Alors là, on va passer à un sujet, comment dire, qui est un peu plus un sujet qui n'est pas très très abordé. Selon toi, dans les hôpitaux psychiatriques, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des entités sur elles? Et est-ce que toi, tu as eu déjà affaire à l'une d'entre elles avant internement ou après internement? Alors, moi, j'ai pas eu affaire. Mais de mon point de vue, et ça ne regarde que moi, mais de l'expérience et des témoignages et du travail d'investigation que j'ai pu faire, il y en a de partout des entités. Donc, il y en a aussi dans les hôpitaux psychiatriques. On va dire qu'il y en a de partout. Donc, c'est vite réglé. L'affaire est vite pliée. D'autant que les lieux sont vieux, plus vieux, il peut y avoir plus d'entités qui ont vécu, enfin plus d'humains qui ont vécu, donc plus de défunts qui restent en tant qu'esprit dans un lieu ou sur un terrain. Admettons un terrain de guerre,
s'il y a eu des guerres sur un terrain, il peut y avoir encore des esprits qui traînent dans le coin. Et pourtant, c'est un super beau champ, des pâquerettes, mais il y a des siècles en arrière, il y a eu du dégât là-dessus. Donc, alors, pour en revenir dans les hôpitaux, quels que soient les hôpitaux, certainement, même il y en a peut-être même plus. Et est-ce que quelqu'un qui est un petit peu dérangé psychologiquement, il est dérangé pour une raison explicable par la psychologie, ou est-ce qu'il est dérangé parce qu'il est habité, parce qu'il y a une entité qui le fait voir comme un être dérangé? Et ça se trouve, un mec qui est dérangé psychologiquement, donc qui est un peu barré, il va attirer d'autres entités encore plus, parce que quand on n'est pas équilibré, on l'a vu tout à l'heure, être sain de corps et d'esprit, quand on ne l'est pas, on crée des trous dans notre carapace énergétique. On a une carapace énergétique. Sauf que si on est déséquilibré, ça déséquilibre la carapace et il y a des failles énergétiques qui sont bien des portes d'entrée à n'importe quel parasite énergétique. Dans un endroit où il y a des gens qui sont un petit peu dérangés psychiquement, psychologiquement, on peut considérer que ces gens-là ont plus de failles énergétiques que d'autres et qu'ils attirent encore plus des parasites de type énergétique et autres. Et toi, est-ce que tu as déjà eu affaire à des personnes diagnostiquées schizophrènes, psychotiques ou bipolaires et est-ce que des séances de libération d'esprit les ont aidées ou pas? Ouais. Ouais, tu peux nous en dire, nous donner un exemple sans citer qui que ce soit. Non, pas tant que ça, mais voilà, il y a des personnes qui vraiment ont une grande difficulté à vivre. Par exemple, quelqu'un qui va se mettre tout de suite beaucoup en colère. Donc, c'est comme s'il avait... et pourtant, il est gentil comme tout. Mais de temps en temps, il pète un plomb, quoi. Tu vois, ou au sein du foyer. Des fois, des gens sont très bien, tu vois, dans la société, à la ville, quoi. Mais à la maison, leurs comportements peuvent changer. Et inversement, hein, d'ailleurs, ça peut être l'inverse. Eh bien, c'est à un endroit spécifique où l'entité a plus de possibilités de s'exprimer. Elle a plus de pouvoir sur la personne dans un lieu que dans un autre. Parce que la personne en elle-même est plus cool dans un endroit que dans un autre, par exemple. Ou plus tendu, plus stressé. Stressé, si je suis stressé, c'est moi, je suis moins maître de la situation. Donc, si je suis stressé, je suis moins maître, l'entité prend les manettes. Et quand tu enlèves ce type d'entité, on se rend compte que la colère ne vient pas de la personne en elle-même, mais d'une entité colérique, qui est colérique de par son histoire, peu importe la raison, mais qui peut avoir un lien avec l'histoire présente de la personne. Je vais vous donner un exemple. Quand tu enlèves l'entité, la personne n'est plus colérique, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc, tu dis, voilà, ça, c'est net et précis, quoi. Par exemple, la personne qui est colérique avec sa femme, ça se trouve, l'entité était son ex-mari qui est super jaloux que sa femme ait un nouveau mec. Donc, l'entité va amener le chaos dans le couple et dans le foyer parce qu'il est jaloux que sa femme soit avec un hétérosexuel. Ça peut aller jusque-là. Ah bah oui. Ah ouais, c'est fou. Mais pour en revenir vraiment à la psychose, à la schizophrénie, à la bipolarité, vraiment à des, on va dire, c'est des pathologies qui sont dans le fameux manuel de psy, vraiment avec des diagnostics. Est-ce que vraiment, toi, tu as eu le cas d'une personne diagnostiquée schizophrène, bipolaire ou psychotique qui a pu s'en sortir suite à des libérations d'esprit ou pas? Non. L'exemple que je viens de te donner, on peut dire que c'est bipolaire ou pas? Alors après, bipolaire, c'est vraiment, je crois, quand tu as des phases très positives, puis ensuite tu vas avoir des phases très négatives. Mais il existe plein d'histoires qui ont été réglées comme ça, quand même. Mais attention, tout ce qu'on vient de dire là, pour ceux qui sont encore avec nous, et merci. Premièrement, quelle que soit l'histoire, parce qu'aujourd'hui c'est la mode d'avoir des entités. Oh, mais c'est pas parce que j'ai une entité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi est notre responsabilité dans tout ça? C'est pas toujours la faute des entités, puis ça se trouve on n'en a pas.
Et ça se trouve, c'est nous le problème, ou c'est notre psychologie le problème, ou c'est notre transgénérationnel le problème, ou c'est en ce moment, ça va pas, ou on est un peu relou. Peut-être. C'est tout. Il peut y avoir des raisons, déjà voir les raisons basiques, psychologiques, psychiatriques, et éventuellement, après, on va voir si c'est pas une histoire d'entité. Mais de base, c'est quand même toujours bien de faire confiance à la médecine, on va dire conventionnelle, à nos psychologues et à nos psychiatres éventuellement pour aller chercher des raisons possibles. À part des histoires, moi, tu vois, de la vie quotidienne, qui ont été arrangées par un dégagement, j'ai pas vécu non plus j'ai pas eu de personne qui est venue me voir avec un truc complètement ouf qui a changé sa vie radicalement. Par contre, c'est le cas de Maria et José. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de témoignages de Maria et José Sacramento, parce qu'il y a des histoires de dingo, quoi. Il aime les femmes, mais il couche avec les hommes. Ah oui, c'est page combien ça déjà? Voilà. Par exemple, 141. L'histoire en synthèse, c'est que c'est donc un homosexuel, un homme qui est attiré par les hommes, qui couche avec des hommes, mais en fait, c'est parce que il n'est pas tout seul. Et ce qui le pousse à coucher avec des hommes est l'entité qui se trimballe. Alors qu'il aime les femmes à la base. Ou qui avait peur des femmes de son vivant, par exemple. Et peut-être qu'il était tellement sexuellement actif dans sa vie qu'il pousse un jeune homme non seulement à avoir une activité sexuelle très épanouie, mais qui plus est avec des hommes. Et le jour où il y a le dégagement de fait, il ne couche plus avec des hommes, il ne drague plus les hommes, il ne se fait plus draguer par les hommes, et il rencontre une femme qui va devenir la mère de ses enfants. Donc tu parlais de changement de vie, ça, c'est un changement de vie là. D'accord. Et par rapport, on en revient toujours parce que moi je prépare un projet en lien avec ces personnes-là, les personnes dites psychotiques, schizophrènes. Est-ce que toi tu connais des psychiatres qui travaillent en institution, même de manière non officielle, et qui pratiquent la libération d'âme avec des personnes lourdement touchées? J'en ai pas. On recherche actuellement pour toi aussi parce qu'on en a parlé. On recherche ce type de personnes, mais je crois que ceux qui le font, parce qu'il y en a, ou qui utilisent un petit peu ces histoires d'entités de dégagement, je pense qu'ils le font de façon très discrète, de façon à être embêtés par leur collectif de psy, etc. Selon toi, quel risque ils encourraient de faire ça? Voilà, après, c'est comme les médecins qui vont un petit peu parler de sujets qui fâcheraient comment on appelle ça, le conseil des médecins. Ça dépend comment ça peut être pris. Après, voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a toujours deux écoles dans les collectifs de médecins et de psy. Il y en a qui vont être ouverts, d'autres non. Les gens connaissent ces sujets. Chez les psys, c'est quand même... il y a eu des livres, il y a eu des psys qui sont intéressés, qui en ont écrit, qui en ont fait leur technique. Comme Carl Wickland. Qui utilisait l'électricité avec sa femme pour dégager. Alors eux, ils mettaient des châtaignes d'électricité pour faire dégager les entités. Tu vois, ça c'était violent comme technique, mais visiblement efficace. Tu vois, apparemment c'était doux quand même. Apparemment c'était des petites châtaignes. Et Edith Fior qui devient complètement, elle passe sa vie à expliquer qu'il y a certains cas ne peuvent s'expliquer que par le parasitage énergétique. Ils en arrivent à ces conclusions-là et ils créent leur propre, comme Edith Fior aussi, qui créent leur méthode pour finalement travailler sur ces types de cas, mais face à leur père, ça peut être compliqué. Ils peuvent être soit acceptés, soit mis de côté. Ah, si seulement certains médecins, certains scientifiques pouvaient ouvrir leur esprit et expérimenter les choses avant d'émettre un jugement, ça serait bien. Mais il y a des scientifiques, des docteurs, des médecins qui font le job quand même, qui travaillent sur les EMI,
qui travaille sur, voilà, sur la conscience extraneuronale, sur le fait que la conscience puisse survivre après la vie biologique. Alors parce que toi, à la base, quand on dit que tu es de formation scientifique, tout à l'heure tu as parlé de biologie, mais tu peux nous en dire plus? Tu as fait quoi comme études? Non, non, mais moi j'ai fait les études classiques de biologie, biochimie, comment on appelle ça, microbiologie, l'étude des bactéries, des cellules végétales, animales, etc. J'étudie le vivant, et puis maintenant j'étudie le vivant, mais pas de la matière, le vivant du subtil, on pourrait dire. Le vivant sous une autre forme. Ouais, c'est ça. Sous la forme énergétique. Comme les Chinois, depuis des millénaires, ils nous disent qu'on a le qi, qu'on a une énergie vitale. Est-ce que cette énergie vitale vient simplement des réactions physiologiques de notre corps et biochimiques de notre corps? On sait qu'on crée de la chaleur avec des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps. Mais d'où vient notre énergie dès le départ? D'où vient notre conscience? Est-ce que c'est vraiment la nourriture qu'on mange qui avec est-ce qu'il n'y a pas un peu des deux finalement? Il y a, tu vois, le yin et le yang, quoi. Il y a tout ce qui est mécanique, hydraulique, le moteur thermique, et il y a toute la partie électronique. Avant, il n'y avait pas d'électronique dans les voitures. Tu avais un bon gros moteur, bam, 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 et ça faisait tourner les roues. Après, on a mis de l'électronique. On a même mis de l'électronique connectée avec le GPS, etc. On est quand même dans du subtil, même dans la voiture. Les ondes qui nous font fonctionner le GPS. Donc, si tu veux, il y a la vraie grosse matière qui serait la mécanique. Ensuite, tu as l'électrique. Et puis ensuite, tu as tout ce qui est communication subtile. Et ben, est-ce que nous, on n'aurait pas tout ça en nous? La vraie mécanique, tu vois, les muscles, les nerfs, c'est l'électricité, et puis tout ce qui est le subtil, c'est le reste. C'est l'information, l'intuition, le fait qu'on puisse capter des informations alors qu'on les a pas ni dans les oreilles, ni devant les yeux, mais qu'on capte d'autres choses de la même façon que la voiture est reliée à tout un tas de choses avec la 5G, le Wi-Fi et tout ce que tu voudras. Est-ce qu'on serait pas un petit peu de tout ça, finalement? Et toi, à l'époque où tu étais étudiant en sciences comme ça, as-tu l'exemple de quelque chose qui te laissait dubitatif à l'époque, voire même en lequel tu ne croyais pas du tout et sur lequel tu as complètement changé d'avis en l'expérimentant? C'est-à-dire... Ah bah ouais, non, c'est pas... Alors, d'y croire ou pas y croire, mais c'est tellement subtil que j'ai travaillé un peu au CNRS dans l'étude de certaines molécules. Et puis, on a pu voir aussi les travaux dans le synchrotron, qui est un accélérateur de particules à Grenoble. Et en fait, quand tu vois avec les équipements qui sont utilisés, des microscopes électroniques ou du gros appareillage, quand tu vois la matière sur un écran, je trouvais ça fabuleux. Maintenant, on voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, mais avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant, on les voyait que si on était dans les laboratoires. On voit pas, on ne sait pas voir avec nos yeux un atome ou une molécule. Je trouvais ça fabuleux de voir l'infiniment petit. De la même façon qu'on peut trouver fabuleux de voir la Lune ou une galaxie avec un télescope, tu vois, de voir tout en haut ce qu'il y a au-dessus de nous pendant les nuits d'été. Tu vois, il y a ce côté fascinant de voir l'infiniment petit ou l'infiniment grand, moi. Donc, il n'y a rien qui m'a paru complètement fou, mais voilà, c'est beau quand même. Mais je voulais dire plus spécifiquement dans ton livre, là. C'est à l'époque, on t'avait dit tout ça. Ah, moi, Ah ouais, alors là, moi, il fallait pas me parler de médium, il fallait pas me parler de boule de cristal. Enfin, toujours pas, hein, boule de cristal, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, j'étais complètement... j'étais pas du tout attiré par ça, quoi. Pour moi, c'était des perchés, ouais. Et maintenant, c'est moi le perché. Je reconnais. Alors, quels pays sont les plus ouverts à la recherche officielle sur le paranormal? Parce qu'en France, on a l'air d'être... Bon, tu nous as parlé de l'IFRES. Ouais. Bon, il y a et l'IFRES, je voulais rajouter tout à l'heure, hein, l'IFRES où ils étudient les esprits avec du matériel électronique.
il y a des mathématiciens là-dedans, hein. Il y a des gens, des véritables scientifiques qui font tourner le labo, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas d'arnaque, etc., hein. Un pays, je sais pas, non, j'ai pas de Canada, États-Unis. Après, les pays développés, ils ont le matériel, on a le temps de parler de ces sujets, finalement. Les pays où la première priorité, c'est de bouffer et de survivre, bon, bah, ils ont moins le temps de s'occuper de ces sujets-là. Tu vois, ils ont d'autres urgences. Donc, les pays développés, bien sûr. Après, les pays comme la Chine, l'Inde, voire le Japon, voire l'Afrique, toutes les histoires d'esprit, ça fait partie de leur tradition depuis tout le temps. Et dans plein de pays, en réalité. Oui, peut-être même, on parle dans les pays du nord de l'Europe, les esprits de la nature, tout ça. En fait, on peut en rigoler là comme ça, mais aujourd'hui, on peut tester beaucoup de choses, on peut mesurer. Humainement, les experts, on voit, on sent. Il y a des gens qui étudient ça avec du matériel. Et les traditions millénaires d'énormément de pays, pour eux, c'est dans leur tradition. Les Koués, dans beaucoup de pays, les esprits font partie soit du folklore, soit de la réalité pour eux. Donc, ils n'ont même pas besoin de faire de recherche officielle là-dessus, ça fait partie intégrante de leur vie pour certains. Ah bah ouais, comme les chamans en Mongolie, ou comme les chamans en Équateur, ou comme les chamans, tu vois, pour eux, de génération en génération, on parle aux esprits, comme chez les peuples premiers. Donc quelque part, nous on se pose une question que personne ne se pose en fait. On essaye d'être plus intelligent parce qu'on a la science. Alors on veut tout vérifier, tout contrôler. Mais ça se trouve, c'est la science qui est en retard par rapport à pas mal de choses aujourd'hui. Mais c'est normal qu'elle soit en retard, puisque le but de la science, c'est de prouver. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on doit tout expliquer? Bah, peut-être qu'on ne peut pas. Et donc, on ne pourra certaines choses qu'on ne pourra peut-être jamais prouver scientifiquement. Ça n'empêche pas que ça existe. Il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de moi. Il y a des gens, il y a quelques siècles, ils auraient pété un plomb en disant si je vous explique qu'il y a des avions et que ça c'est nous qui les fabriquons, je vais passer pour un cramé. Et si je leur monte un avion qui passe, ils vont me dire mais non, c'est un nuage bizarre. La science, elle a toujours un temps de retard. Alors, elle nous fait avancer sur certaines choses parce que certaines découvertes nous servent alors qu'on ne connaissait pas, je ne sais pas, par exemple l'électricité. Le jour où quelqu'un invente l'électricité, c'est quand même génial. Mais parfois, elle est en retard parce qu'on n'a pas le matériel pour expliquer, expérimenter et prouver. Peut-être qu'on ne pourra jamais le faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'INRES? Parce que l'INRES, donc on disait que c'était l'Institut Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, mais ça c'est un institut privé. Alors oui, c'est en fait il y a l'INRES et Inexploré. D'accord? Et l'INRES, c'est la partie cachée du média à 360 degrés. C'est-à-dire que l'INRES, c'est un institut, c'est une société, tu vois, et qui met en avant le magazine Inexploré. Et Inexploré, c'est un magazine papier comme Nexus, qui ont chacun leur thématique. Et Inexploré, c'est aussi un média où il y a des interviews comme ça en vidéo, il y a des articles, des documentaires, des interviews. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un média à 360 degrés. Et l'idée, c'est aussi des gens passionnés autour de ces sujets-là, qui le fabriquent comme des journalistes dont je fais partie, mais certains qui nous suivent et qui nous encouragent. Et on recherche, voilà, c'est entre science et spiritualité. C'est vraiment le pont entre la science, la spiritualité et les questions existentielles. Toutes ces questions auxquelles parfois on a du mal à répondre, nous, on essaye de les étudier avec des chercheurs, parfois des scientifiques, parfois des indépendants, parfois des auteurs, parfois des réalisateurs, parfois des expérimentateurs, parfois des témoins. Et l'idée, c'est de faire un pont entre science et spiritualité.
D'accord, et donc l'Institut organise des conférences, on peut venir à des événements que vous faites? Oui, 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 oui. C'est un laboratoire d'idées, un laboratoire de partage, de recherche et effectivement, on met en place aussi des rencontres avec des experts et des spécialistes, heu, en présentiel, pour découvrir peut-être aussi un lieu particulier, tu vois? Je sais pas, je pense à la cathédrale de Chartres, au Mont-Saint-Michel et le découvrir avec des gens qui connaissent non seulement le côté historique, touristique, mais aussi peut-être alchimique, peut-être plus profond dans les traditions et spirituellement. Voilà, quel code caché dans la cathédrale de Chartres, quoi. C'est quoi le labyrinthe, quoi. C'est quoi tu vois, savoir, voilà, capter les énergies d'un lieu, puisqu'on parle d'énergie. Bah, peut-être qu'un jour, on pourra coopérer, hein, Nexus et Mais pourquoi pas. Inexploré. J'aimerais bien vous C'est rendre visite, moi, à l'INRES. c'est deux médias tellement importants pour upgrader un petit peu nos réflexions sur la société chez Nexus et peut-être aussi le côté subtil de la matière chez Inexploré, tu vois, très Mmh. complémentaire. Et ces deux magazines qui sont, je trouve, je travaille pas particulièrement pour le magazine papier, donc je suis neutre là-dessus. Mais ces deux magazines, Nexus et Inexploré, qui sont d'une qualité rare en termes de contenu, mais aussi du magazine en lui-même. Alors avant de nous quitter Thierry, est-ce que toi tu auras envie de poser une question, à Nexus? À À Nexus, à Nexus, carrément. à moi, mais qui représente Nexus. Est-ce que Qui parce que représente Nexus. Alors, j'avais une question qui me venait, mais plus pour toi, du coup, c'était quel est le sujet, parce que c'est super de mettre en avant ces sujets-là, un petit peu mmh particuliers, si ce n'est paranormal, ou peut-être super normal en fait. c'est ça. Quel est le sujet qui t'interpelle le plus? Tu vois, ça peut être, est-ce que c'est la vie après la mort? Est-ce que ça peut être... euh, quel, quel est le sujet où tu voudrais vraiment avoir la réponse? Tu vois? Alors Que c'est tu pas serais prête évident. que tu serais prête à investiguer des décennies sur ce sujet-là, tu as le droit à un seul sujet. À un seul sujet? Alors Ouais. là, ça serait très difficile, je t'avoue, parce que c'est comme, quand un enfant me dit: «C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta chanson préférée?» Je réponds: «Écoute, plus je prends de l'âge et plus j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, j'ai 2 choses préférées. C'est je suis intéressée par beaucoup de choses, j'aime beaucoup de genres, je j'aime plein de choses et j'aime autant certaines choses que d'autres, donc D'accord. Ouais, c'est pas facile. c'est pas facile. Alors, Voilà. J'ai une j'aurais du question mal pour à rester Nexus. focalisée sur un sujet, parce qu'à chez Nexus, on est très large aussi. Alors justement, j'ai une question pour Nexus, tu vois, pourras peut-être y répondre. Si Nexus avait une baguette magique et pouvait régler un problème sur Terre, ce serait lequel? Alors c'est vrai que est-ce que je vais pas parler au nom de mes camarades, mais bon, en Bon, tant que journaliste alors Nexus, un des trois plus grands, comme ça tu te mouilles pas trop et puis un des 3 plus grands, que toi à tu penses, voilà, peut-être que c'est pas Nexus, mais en tout cas, toi, en pensant quand même au magazine Nexus. si je d'un coup de baguette magique, Ouais, moi ce qui me un vient tout de truc, suite, c'est réglé ce sur la serait planète. les enfants, qu'il n'y ait plus aucune, violence faite sur les enfants, que ce soit à l'intérieur d'une famille, heu, au sein d'un pays en guerre. Heu, Ça serait ça. Moi, je vois les enfants, les images Mmh. des enfants à Gaza actuellement ou ailleurs. Les enfants, on traite aussi de certains sujets très graves comme, l'inceste, comme, les viols d'enfants et cetera. Ça, ce sont des sujets très difficiles. Mmh. Rien que d'en parler, tu vois? Pourtant, j'en ai l'habitude, mais chaque fois, ça me les met là, j'ai le cœur serré et c'est donc voilà, la protection des enfants pour qu'ils deviennent justement des adultes, paisibles, des adultes, aimants, le plus possible, en sachant que rien n'est parfait, mais voilà, la violence sur les enfants, ce serait ça.
Bah, c'est une belle réponse, hein. Eh bien, merci Thierry pour cet échange. C'était passionnant, que ce soit dans cette vidéo ou quand on était au téléphone avant tous les deux. Je pense qu'on va se revoir en vrai, Avec plaisir, avec plaisir. Mais qu'on c'est va... bientôt les 25 ans de Nexus un peu, si j'ai bien compris. Oui, c'est le 5 septembre. Alors après, je ne Oh, sais pas pas mal. si cette interview sortira avant. Ah! Pardon, j'ai fait la gaffe. Je pense que quand l'interview va sortir, la soirée Ça sera aura les lieu. 35 ans de Nexus. Wouh! Il y a une entité qui est venue, tu vois, Qui est foutre venu un virus, dans l'interview pour pas qu'elle passe. et qui est venu éloigner notre monteur des années durant, qui là est en vadrouille d'ailleurs pour aller filmer certaines choses. Donc, il revient la semaine du 5 septembre, donc je pense que ce sera pour cette période-là. Bon, Et puis bah, nous, on bon se retrouve. anniversaire en tout cas pour les 25 ans et puis, pour le prochain quart de siècle à venir. Happy birthday, magazine Nexus. Oh, poupoupidou. À bientôt Thierry, À merci. bientôt. Donc, une dernière fois, le livre de Thierry, et n'oubliez pas que vous pouvez acheter ce magazine. Là, c'est le numéro 160 qui va sortir le 1er septembre. Le 160 en kiosque, en ligne et en vous abonnant. On a besoin de vous. Merci, on vous embrasse et à bientôt.